Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire mystique, je précise bien mystique, pas une histoire romantique, pas une histoire de bagarre au quartier. Tu vas raconter une histoire mystique. Tu envoies ta demande ici en cliquant sur les deux bonhommes que je vois, rose et bleu là. Tu vas voir bien, tu vas voir les demandes là. Tu envoies ta demande ici en direct, tu nous racontes ton histoire. C'est ce que tu as trop honte de raconter en direct. Tu peux envoyer l'histoire sur WhatsApp. Le numéro c'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur TikTok et Facebook. Donc c'est uniquement les histoires mystiques s'il vous plaît. Et on ne cite pas les noms des gens. C'est-à-dire que je vais pas venir dire cela que mon voisin Papou a fait X. Non, non, non. Mon voisin. Tu prends un nom d'emprunt, ça peut être Stéphane, ça peut être n'importe quel nom, tu choisis un nom d'emprunt, pas le vrai nom. C'est ça que tu donnes. Alice, Myriam, c'est là, je peux envoyer ta demande déjà. Pas le nom des hôtels, pas le nom des bars, des restaurants. On ne veut pas ça. Bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Oh, je suis là. Pas trop bien, mais je pense que ça ira d'ici là. Alors, j'espère que tu vas bien, comme je disais. Et bon, ce soir, c'est la première fois que je monte dans ton live. Et je voulais te raconter une histoire, voilà, personnelle, qui m'est arrivée en ce début d'année 2025. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui était très proche de mon père, et avec qui je m'entendais énormément. Donc, récemment, il est tombé malade. Il allait vraiment pas bien. Voilà, on parlait bon, du moins, lui, il disait qu'il se sentait pas bien. Mais vous voyez le genre de personnes qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital quand ça va mal. Il est toujours en train de dire, ouais, ça va aller, ça va aller. Bref, on le regarde, mais on comprend pas. On se dit, allez, papa, viens, on va à l'hôpital et tout. Il ne veut pas. Est-ce que vous voyez de quoi je parle, en fait? C'est ça. C'est un peu comme ça qu'il était. Donc, cette fin d'année, il a commencé à se sentir un peu plus mal que d'habitude. Et voilà, il se plaignait de douleur, il se plaignait vraiment qu'il ne va pas bien et tout. Et mon père, vraiment, ce genre de personne, quand il commence déjà à se plaindre, vraiment, ça veut dire que là, ça ne va plus. Ça veut dire que peut-être il a trop supporté la douleur, il a trop supporté au point où là, il se plaint juste. Donc, je suis dans la ville de Yaoundé. Et là, quand mon père tombe malade en fin d'année, les fêtes d'année et tout, on amène mon père à l'hôpital. Et quand on amène mon père à l'hôpital, voilà, je te dis, DMG, mon père, il ne marchait plus. Quelqu'un qui pouvait faire des distances assez conséquentes parce qu'il se disait, bon, je suis vieux, mais il faut que je garde la forme et tout. Quelqu'un qui ne marchait plus. Il n'arrivait même plus à se tenir sur ses deux pieds au point où on le portait, en fait. Même quand on allait avec lui à l'hôpital, dis-toi, ce sont mes frères qui le portaient pour pouvoir l'emmener à l'intérieur de l'hôpital parce qu'il n'arrivait même plus à tenir sur ses pieds. Tu peux imaginer à quel point la maladie était déjà assez avancée. Bon, c'est pas là le sujet. Il était malade et tout. Donc, on l'amène à l'hôpital le premier jour. Et tout va bien. Ce jour-là, j'ai passé la journée avec lui. J'ai dormi avec lui. C'était moi qui étais son garde-malade et tout. Et DMG, ce que j'ai vécu. Quand on dit dinguerie là, dinguerie. Ce que j'ai vécu avec mon père à partir du jour-là, c'était autre chose en fait. Parce que quand je suis restée avec lui, je te jure, DMG, il me sortait les phases où il sortait les yeux en mode il meurt déjà et tout. Tu es face à quelqu'un qui est en train de littéralement perdre le souffle. Genre, il est en train de mourir. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux faire? Tu es la seule qui est là. Les autres ne sont pas là parce que voilà, on était dans un hôpital assez privé qui exigeait que on ne garde pas plusieurs gardes malades en soirée à partir de 20h. La majorité des gens rentrent.
Chaque malade a droit à un seul garde malade. Donc, dis-toi, DMG, j'étais seule avec lui. J'étais seule avec lui et j'ai vécu ce scénario où mon père lançait les yeux à chaque fois. Et j'étais tellement dans la panique, je pouvais appeler personne, je pouvais dire à personne, j'étais obligée de vivre ça comme ça. Jusque là, tout va bien. Il faut savoir que mon père était quelqu'un qui était très posé dans sa tête et qui n'oubliait pas les choses et tout et tout. Mais DMG, mon père a commencé à avoir des crises en mode, il ne reconnaissait plus les gens. Quand tu lui parles, tu lui demandes que ici c'est qui, il n'arrive même pas à articuler pour te dire que telle personne c'est telle personne. Il ne connaissait même plus les gens. Il faisait des phases où il vous chasse, il vous crie dessus, laissez-moi. Il nous faisait vraiment des phases à l'hôpital où on était dépassés. Moi surtout, j'étais dépassée parce que comme c'est moi qui restais plus avec lui, du coup il me sortait des phases, j'étais choquée. Moi j'avais jamais vécu des trucs pareils. Donc là, je reste avec mon père et le 3 janvier 2025, on était toujours à l'hôpital et j'ai passé toujours ce jour avec mon père. Et mon père, on parlait et tout, il se sentait vraiment pas bien. Et puis il a commencé à me dire, il me parlait en patois en fait, il me disait je vais mourir et tout. Mais moi je me disais peut-être ce sont les mots de quelqu'un qui se sent pas bien, qui se sent vraiment pas bien dans sa peau, du coup vas-y. Ça va lui passer. Je te jure, DMG, quand mon père m'a dit, ouais, je vais mourir et tout, je te jure, quelque part, je stressais, je me disais, vas-y. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Bref, je voulais pas trop m'interroger, mais moi, mon problème, c'était qu'il fallait qu'on sorte de l'hôpital, en fait. Et là, quand mon père m'a dit ça, bon, j'ai commencé à être plus attentive et tout, à ses douleurs, à comment est-ce qu'il se sentait et tout, pour le maintenir, en fait, parce que j'avais pas le choix, genre. Donc, le 3 janvier, à 20h, on a libéré l'hôpital parce qu'on a dit il faut que chaque personne reste avec un garde malade. Et moi, je suis restée parce que je ne voulais pas rentrer, je ne voulais pas dormir. Après, je me réveille, j'apprends peut-être que il a fermé les yeux ou bien si c'est passé, ça s'est passé. Du coup, je suis restée avec lui. Donc, quand je reste avec lui et tout, vers 1h, 2h du matin, mon père est là en mode, il commence à faire une crise où il commence à chasser tout le monde, en fait. Il chasse tout le monde. Il commence à dire, partez, rentrez, partez, je ne veux pas, laissez-moi tout seul et tout. On ne comprenait pas, on se disait qu'il faisait exprès. DMG, on se disait qu'il faisait exprès et que bon, peut-être c'est une bouderie, je sais pas trop. Bon, moi je reste avec lui. Et finalement, comme il était très instable et il était limite violent parce que même l'infirmière, il a bagarré avec l'infirmière, il a bagarré avec mes frères. Bref, il chassait tout le monde. On ne savait pas que c'était vraiment ses dernières forces en fait qu'il sortait comme ça. Donc le lendemain, le 4 janvier, mon père passe la journée et moi j'étais rentrée. Donc quand je reviens à l'hôpital et tout, genre je venais lui donner à manger et tout. DMG, mon père commence à palper en fait, il commence à avoir des palpitations, il ne respire pas correctement, ça ne va pas, il est saturé, on lui a mis à manger, il mangeait, il a calé la nourriture dans la bouche. DMG, il voulait pas enlever la nourriture de la bouche. Papa enlève la nourriture de la bouche, il refuse. Bois de l'eau, tu avales, il refuse. DMG, le gars était là, le gars dit qu'il ne bouge plus, là où c'est là, il ne veut plus rien en fait. Jusqu'à ce que vers 15h comme ça, mon père décède, le 4 janvier. Donc mon père décède le 4 janvier et il y avait personne. Il y avait que mon frère et moi et une de mes sœurs. Même ma mère n'était pas là. C'est pas ça le plus bizarre. Là où ça a l'air mystique en fait. Et c'est ça que je vais expliquer aux gens. Quand vous avez vos proches, vous avez vos parents, surtout les parents sont des autorités. Et dites-vous que les parents, c'est compliqué. Même si tu as un problème avec un parent, même si c'est lui qui a tort, même si c'est lui qui a raison, on dit souvent qu'avec le parent, on n'a jamais raison. Ça veut dire que quand il y a un problème là, rabaisse-toi, tu vas vers le parent. Parce que c'est pas aux parents de venir vers toi. Ce n'est pas toi qui as accouché le parent, c'est le parent qui t'a accouché. Avant que mon père ne meure, il avait eu un souci avec un de mes frères qui était de son côté, de famille et tout. Et mon frère, c'était quelqu'un qui est vraiment haut placé, côté ministère de Défense et tout. Et mon frère, il est très arrogant, il est très... comment dire? Il prend toujours les gens de haut, il est toujours en train de traiter les autres de façon minimaliste. Bref, je sais pas comment... Je sais pas
Tu captes ce que je veux dire. Il prend vraiment les gens de haut. Et il avait eu un problème comme ça avec mon père et tout. Et mon père était vraiment, vraiment fâché contre lui. Au point où mon frère là ne s'est même pas gêné d'aller vers mon père pour parler avec mon père, pour dire à mon père que voilà, peut-être je suis désolée, je te présente mes excuses par rapport à ceci. Parce que la vérité, c'est que il avait vraiment très mal agi. Très, très mal agi. Il avait eu un très mauvais comportement et mon père n'avait pas apprécié. Il était vraiment fâché contre ça. Même pendant sa maladie, il parlait souvent de mon frère. Il disait qu'il s'est mal comporté, il a fait ceci, il a fait cela. Tu sens vraiment qu'il est en colère. Donc, quand mon père meurt et tout, on s'est porté la dépouille de mon père. Qui vient porter la dépouille de mon père? Mon frère en question, justement. Il vient avec sa voiture pour porter le corps de papa qu'on va aller avec à l'hôpital, à la morgue. Et quand il vient porter le corps de papa, on met papa dans sa voiture. Quand on met papa dans sa voiture, on commence à rouler, on roule, on roule. Arrivé quelques mètres avant la morgue en question, DMG, la voiture s'arrête. DMG, la voiture s'arrête, la voiture n'avance plus. La voiture n'avance plus. Et nous, on était avec le chauffeur de ma mère et on n'était pas dans la même voiture. Donc, ma mère appelle le chauffeur et elle dit au chauffeur, vous êtes à quel niveau et tout. Là, on a eu une panne et tout. Est-ce que tu peux venir jeter un coup d'œil? Parce que son chauffeur est en même temps mécanicien, donc elle voulait qu'il jette un coup d'œil. Donc, on est arrivé, on a garé là-bas, là où ils étaient et tout ça. Dis-toi, DMG, tout ce que je te raconte, c'est qu'on a roulé avec le parterre dans la voiture là. Le capot était ouvert, comment dire? L'arrière de la voiture était ouvert parce que comme mon père était très rond de taille, du coup, on pouvait pas fermer la voiture. Donc, on roulait avec lui comme ça, la voiture était ouverte derrière. Donc, on arrive et tout, comment on l'appelle, le chauffeur de maman, qui va sous la voiture et qui commence à essayer de regarder, voilà, quel est le problème, si on peut arranger le problème et continuer, arriver à la morgue et tout. DMG, quand le gars fait ça, la voiture plante totalement. La voiture, c'est une fois arrêtée que, bon là, moi je bouge plus. Je bouge plus, ça a commencé à sortir de l'huile et tout ça et tout ça. Quand on essayait d'arranger, ça empirait jusqu'au point où on a compris que là, c'est mort en fait. Il ne veut même plus avancer. Mon père a calé là net qu'il ne bouge plus et tout et tout. Et quand les gens ont vu ça, les gens commençaient à parler à mon frère là que tu sais très bien que tu avais un problème avec papa avant qu'il ne meure et tout ça. Et tu sais qu'il était très fâché avec toi et tout. Mais est-ce que tu vas donc demander des excuses, par exemple, à sa femme alors que c'est à lui que tu as commis du tort? Non, tu peux pas le faire. Tu vas faire comment? Donc mon père était fâché et tout ça. La voiture est calée en même temps en route. C'est quand on a porté mon père en pleine route là comme ça, on a transféré mon père de l'autre voiture pour la voiture là où nous on était. Finalement, on a pris les motos pour arriver. Donc on a transporté maître dans l'autre voiture et tout. C'est à ce moment-là que la voiture a démarré normalement et on est arrivé, voilà, à la banque là-bas là où on est arrivé. Je veux pas donner l'endroit et tout comme tu n'aimerais pas qu'on donne les endroits et tout, les noms des endroits. Donc c'est justement pour vous dire que les vivants sont vivants, les morts sont morts. Et on peut mourir à n'importe quel moment. Ce n'est pas quand quelqu'un va mourir ou quand quelqu'un va fermer les yeux que tu vas peut-être commencer à regretter, dire que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Parce que maintenant, mon frère en question, il se retrouve dans une situation où il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Mon père est parti en étant en colère avec lui et il ne sait vraiment pas comment est-ce qu'il peut gérer ça, étant donné qu'il aurait pu faire de son mieux pour que ça n'arrive pas. Mais comme l'orgueil, généralement, chez certaines personnes, est surdimensionné, au point où tu ne peux rien lui dire, il prend tout le monde de haut. Franchement, ce genre de personnes, tu sais même pas comment gérer ça. Donc, juste pour vous dire, c'est un conseil. Voilà, chacun pourra tirer le conseil qui vaudra là-dedans. Apprenez à respecter vos parents. Et voilà, le parent est toujours supérieur à nous, de toute façon. Donc, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Allô? Bonsoir DMG. Bonsoir. Je suis content de savoir que mon mot a porté des fruits. Ah bon? Ouais, tu sais, depuis que j'avais dit que c'est une sinecure de monter, maintenant je monte facilement. Ah bon, hein? Tout le monde, c'est vraiment une sinecure de te voir monter dans le live. Voilà. Ok. L'effet de l'histoire que je vais raconter ce soir remonte
aux années, disons, 2004. Je suis étudiant à l'université de Yaoundé 2. De façon résumée, c'est que j'ai un camarade de classe qui a essayé de me faire entrer dans des cercles ésotériques. Alors, j'habitais, ma copine de l'époque et moi, nous habitions une mini-cité dans le premier quartier de Soa qui s'appelle Banda. Et on approchait des examens de fin de semestre. Du coup, les cours étaient devenus très intenses. Et nous qui habitions à Soa, on avait l'habitude de, compte tenu de l'étroitesse des amphithéâtres de Yaoundé 2, on avait l'habitude de réserver les places pour nos camarades qui venaient de Yaoundé. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Une nuit, je me réveille en sursaut. Il y avait clair de lune. Je prends les magazines à l'époque, je sais pas si ça sort encore, ça s'appelait les 11 mondial, magazine spécialisé du foot. C'est généralement avec ça qu'on allait dans les campus. Et puis bon, on déposait sur des tables bancs, ce qui faisait office de réservation. Alors je me réveille cette nuit-là, je me mets à courir, je me disais qu'avec En fait, je n'avais pas remarqué que le clair de lune en réalité n'était pas la lueur du jour. Il faisait tellement clair de lune que je me suis mis à courir pour aller au campus réservé pensant que j'étais déjà en retard. Curieusement, à quelques mètres de l'entrée du campus, je trouve un cercle de personnes, tout de blanc vêtus. Je m'arrête, je marque un arrêt, je veux dire. Je me rends à l'évidence que les personnes en question occupaient toute la route, au point de ne pas laisser un espace où je pouvais me faufiler. Puis là, je me souviens de ce que ma mère me disait souvent, qu'on ne tourne pas le dos au malin. Il vaut mieux l'affronter. Je fonce vers le groupe, il s'écarte et puis je passe au milieu. J'arrive ça s'appelle les anciens en question, les premiers, on appelait cela les NB1, NB2. J'arrive, je réserve les places. Et je me rends à l'évidence que ce n'est pas la lueur du jour que je voyais, mais plutôt le clair de lune. Je ne savais pas quelle heure il était. Je me mets à réfléchir, est-ce que je reste là, je finis le reste de la nuit, ou bien je suis un homme et puis je repars. Je me décide de repartir. Quand je retraverse le cercle, ils avaient décalé un peu, je ne suis plus passé entre eux. J'ai commencé à marcher avec la peur dans le ventre, l'impression que les pieds ne touchent pas le sol, et fort curieusement, j'avais une culotte zine qui a commencé à faire du bruit comme si on me suivait. Tout doucement, j'ai regardé à l'arrière, personne ne me suivait, néanmoins j'ai piqué un sprint. Lorsque j'arrive dans ma chambre, il est 3 heures du matin. Donc, j'avais vécu tout ça à 3 heures du matin. Alors, le matin, 2 jours plus tard, mon voisin dans la mini-cité vient me voir. Il me dit que tu es un homme. Je lui dis, mais attends, comment ça je suis un homme? Nous sommes dans la cité, il y a 10 chambres. 7 sont occupées par des garçons. Non, 6 sont occupées par des garçons, pardon. 3 sont occupées par des filles et une seule est vide. Comment sur tous les 6 hommes qui sont dans la cité, tu estimes que c'est moi seul qui suis un homme? Il me regarde avec un air à quoi et puis il me dit non, je sais de quoi je parle. Enfin, il me dit que moi je sais de quoi il parle. J'étais tout étonné. Je suis allé voir ma copine, je lui ai dit que ce gars me paraît bizarre. Déjà, lorsque nous sommes dehors, il ne se joigne jamais à nous. Quand on le voit dehors, c'est parce que il vient emprunter ta radio pour écouter. À l'époque, je crois que c'est Patrick Nguemandon qui tenait une émission qui s'appelait Tourbillon. Ça passait tous les 15 heures. Il était très abonné à cette émission. Alors, il ne le voyait dehors que pour venir emprunter cela. Le reste du temps, il restait enfermé dans sa chambre. Un autre soir, je me réveille puisque, comme j'ai dit tantôt, on approchait des examens de fin de semestre, donc tout le monde avait intensifié les révisions. Maintenant, ma chambre n'était pas moderne, c'est-à-dire que dans la nuit, lorsque je me réveillais, je faisais un tour aux toilettes et il fallait traverser toute la cité.
Je descends donc parce que les toilettes étaient au bout de la cité et moi ma chambre était positionnée juste à l'entrée. Au moment où je traversais, je passe devant sa chambre, je vois que la fenêtre était entrouverte. Or, quelques jours avant, un gars s'était amusé à venir voler dans la mini-cité. Du coup, nous tous, on avait redoublé de vigilance. Je vois donc sa fenêtre entrouverte. Je l'ouvre brusquement parce que on savait qu'il était allé à Yaoundé dans l'après-midi, mais personne ne l'avait suivi revenir. J'ouvre sa fenêtre brusquement. Je le trouve concentré. Il était en train de faire, bon, je vais appeler ça des incantations parce que ça n'avait rien de prière. Il avait dessiné un cercle avec des bougies et il était au milieu, tellement concentré que je ne sais pas s'il s'est rendu compte que j'avais ouvert sa fenêtre ou pas. À la vue de cette image, j'ai tranquillement refermé, même aux toilettes, je ne suis plus reparti. Je suis rentré dans ma chambre. Étudier même, je ne pouvais plus, je suis resté éveillé jusqu'au matin, où je suis encore allé voir ma copine pour lui dire que ce gars, il me paraît véritablement bizarre. Évidemment, elle était sceptique parce qu'elle n'avait pas encore remarqué quelque chose de bizarre sur lui. On a continué. C'est des événements qui se passent dans l'intervalle d'une semaine. Et ma copine dont je parle était la meilleure cuisinière de la cité. Et on avait notre tradition, lorsque quelqu'un préparait quelque chose de particulier, genre poulet et autres, la personne avait l'obligation d'en donner à tout le monde. Du coup, le repas, tout le monde se servait et puis ça finissait. Cet après-midi-là, donc, elle a fait du poulet au riz, ce qui n'est pas une nourriture que les étudiants peuvent se permettre de façon régulière. On a suivi notre rituel donné à tout le monde, mais lui, il a décliné l'offre. On était étonnés. On est en fac, le poulet, on ne le mange pas tous les jours, on t'en propose et tu refuses. Bref, quelques heures, après que nous on ait fini de manger, il a demandé à ma copine le réchaud. Elle avait un petit réchaud à pétrole, une marmite où il a mis de l'eau et du riz. Il a cassé 2 œufs, a retiré totalement le blanc des œufs en question pour ne conserver que le jaune. Il a mis dans la marmite et puis il a sorti 5 sachets numérotés de 1 à 5 qu'il a mis dans l'ordre de numérotation dans la marmite. Tout de suite, le truc a pris tellement d'ampleur, ça a commencé à dégager une odeur qui était aigre-douce au point où personne n'a plus supporté. On lui a carrément abandonné la mini-cité pendant 2 heures de temps. C'est au retour de là donc qu'on a commencé à l'observer nous tous. Et puis, la période des examens est arrivée. La programmation était telle que la première et la troisième année composaient le même jour, tandis que la deuxième et la quatrième année composaient le jour d'après. C'est-à-dire que on allait composer un jour sur 2. Moi, j'étais en deuxième année, ma copine en première année, lui en troisième année. C'est-à-dire que ma copine et lui composaient au même moment, tandis que moi, j'étais au quartier. C'est comme ça, donc, il revient le 3e jour des examens de 3e année, il me trouve seul dans la cité. Il entre dans ma chambre sans même que je lui ai invité. Il recommence avec sa conversation d'il y a 2 semaines où il me disait que non, il a vu dans la cité, c'est moi seul qui suis un homme. Je lui ai dit, attends, si tu as quelque chose de sérieux à me dire, dis-moi. Il me dit non, il souhaite que je l'accompagne à une réunion du côté de Berthois. Ça ne va pas prendre du temps, que je ne m'inquiète pas pour ce qui est des commodités, c'est-à-dire l'hôtel, le voyage, l'hébergement, du moins la nutrition, qu'il prend tout en charge. Je lui dis d'accord, je suis bien content que tu veuilles m'amener à l'Est. Je n'y ai jamais mis les pieds, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on va y faire? Il dit non, tu vas juste m'accompagner à une réunion, ça va me mettre du temps, mais je peux t'assurer que tu ne vas pas regretter. J'ai dit ok, mais c'est quoi l'objet de la réunion? Il me dit non, je t'ai dit, c'est toi le seul homme dans cette cité. J'ai dit attends, qu'est-ce que ça veut dire? Il me demande, est-ce que tu crois en Dieu? Je lui dis oui, je crois en Dieu. Est-ce que tu es pratiquant? Je lui dis, je ne sais pas ce que tu appelles pratiquant, mais je crois en Dieu. Il dit, ok. Lui, il croit en Dieu. Mais il a récemment échangé avec Dieu. Il lui a dit,
de lui accorder quelques temps, il va d'abord baptiser. Enfin, il n'a pas utilisé le terme baptiser, mais il m'a dit, il va d'abord travailler pour le diable pendant un moment et puis il reviendra vers lui. J'ai dit, attends, vous étiez à une table et puis tu échangeais avec eux, il s'est mis à rire. Il me dit, la vie est telle que on ne peut pas s'en sortir si on reste seulement avec Dieu. Et lui, il a compris ça récemment. Il me dit, ok, est-ce que tu as des problèmes? Je dis, mais attends, je suis en fac comme tout le monde, mon premier problème c'est l'argent. Il me demande si je veux de l'argent. Je lui dis non, si c'est l'argent aussi facilement acquis, vraiment, je peux m'en passer. Il me dit, ok, comme tu as refusé, j'aurais pu te montrer. Je dis, comment ça? Je dis que si tu veux de l'argent, prends dans tes formats, un format tout à fait blanc, tu écris tout ce que tu veux, tu me le donnes, on va dans ma chambre et je fais brûler ça, tu vas voir. Je lui ai dit, gars, vraiment, de telles expériences, je n'ai pas le cardio, comme on dit, pour supporter cela. Il dit, dommage. Il dit que lui, il est dans la Rose-Croix. Il me cache ça. Et il est en train de vouloir partir parce qu'il y a des passages en grade qui vont se dérouler à Berthois. Et si je suis intéressé, que je l'accompagne, comme il a dit, il va tout prendre en charge. Et là, ma curiosité va plus loin. Je lui dis, mais attends, on sait que les Rosicruciens sont riches. Pourquoi toi, tu te retrouves dans de telles conditions avec nous, où tu n'as rien, tu dors sur un matelas, même le sol, mais tu es quel genre de Rosicrucien? En fait, je l'interroge pour le pousser à bout, et moi, en même temps, chasser ma peur. Nous ne sommes que deux dans la minicité. Tout le monde est sorti. Il se met à me raconter, il prend même des exemples. Il a même pris l'exemple d'un artiste qui a pignon sur eux au Cameroun. Il a une très grande notoriété. Il m'a expliqué comment ces personnes échangent avec des bijoux, des croix et tout. Bref, ce serait trop long à expliquer. En définitive, j'ai décliné son offre. Il a disparu et quand il revient 3 mois plus tard, il commence à délirer. C'est-à-dire qu'il revient bien dans la cité. À 3 heures du matin, on l'entend prier Dieu, parce que c'est ce nom-là qui sortait de sa bouche. On l'entend faire des prières à haute voix et tout. On s'est tellement senti mal à l'aise que chacun de nous a déménagé. Et puis, j'ai appris par la suite que le bailleur était venu le mettre dehors dans le souci de préserver sa clientèle. Et lorsqu'on arrive au second semestre, on se rend à l'évidence que sa démence avait pris de l'ampleur. Donc, c'était ça mon intervention, c'était pour dire qu'il faudrait qu'on se méfie parce que, surtout dans les campus scolaires aujourd'hui, c'est là où ces personnes de très mauvaise moralité viennent très souvent faire des recrutements en voyant les étoiles en voyant les étoiles à venir, quoi. Donc, voilà, c'était mon intervention de ce soir. Bonne soirée. Merci beaucoup, Elvis, pour l'histoire. Il y a des choses ici dehors, hein. Ça me rappelle un peu l'histoire d'un type avec qui on a travaillé quand on était à Boya. C'était le gardien de mon boss. Le gars en ville, les Moliko là-bas, le gars tamponne un de ses amis, anciens camarades, un peu comme dans les films avant les films nigériens avant où tu vois un ami, il a réussi dans sa vie, et puis tu demandes, mais c'est comment? Branche-moi et autres. Donc, même chose. Le gars voit son ami, il dit, mais entre-temps, c'est comment tu as réussi comme ça? Moi aussi, même moi dans le couloir, non, mon frère, je souffre. Je suis gardien, il touche à peine 50, 60 000 le mois. Mais le gars dit que, attends, tu n'as pas le cœur. On part, moi je vis à Douala. Si tu veux, quand tu es libre un jour, descends à Douala, on va causer. Un week-end comme ça où il a pris son congé, il descend à Douala. Le gars cause. Le gars dit que bon, moi je suis dans. C'était un brouteur. Pour ceux qui ne savent pas, brouteur, escama, tout ça. C'était un brouteur. Il tape sec que moi je suis un brouteur, moi je fais ça, mais je fais pas seulement le brout, dans le brout, c'est quoi le brouting, c'est quoi là. J'ai aussi des trucs mystiques que j'ai derrière pour pouvoir appâter le client facilement. Est-ce que tu as le cœur? Le gars dit oui. J'ai le cœur. Il dit que non. Va d'abord quand même réfléchir pendant 3 jours. Quand tu es prêt, tu viens quand même me dire. C'est pour ça que le gars dit qu'il s'en va dans la bouille à réfléchir s'il veut vraiment faire ou pas.
Ça, depuis là, il dit à personne, hein, nous, ses collègues, bon, pas que du collègue, c'est déjà, on a la même structure, même si lui, est gardien. On se voit quand même quand on entre là, on sort. Parfois, tu peux sortir, tu t'apposes, tu causes avec lui un peu là et tout ça. Maintenant, 3 jours passent, il repart ce doigt-là. Il est déjà prêt. Maintenant, les gars partent voir dans le marabout du brouteur en question. Le marabout commence à travailler sur lui parce que le marabout a demandé tu as fait les 3 jours de test qu'on a dit là, non? Il a dit oui. Donc, tu es venu, tu es prêt, non? Il a dit oui. Les gars commencent donc le travail. On prend l'huile là, on met sur son visage, il casse les œufs là-bas, il fait les rituels de marabout là. Après, il dit que bon, tu es déjà des nôtres. Maintenant, ce que tu vas faire maintenant pour confirmer ça, il faudrait que tu achètes un cercueil que tu vas garder là. C'est là où qu'est-ce qui va se passer? J'ai même oublié ce qui va se passer. Maintenant, il faut combien pour le cercueil? C'est 150 000 pour le cercueil. Tu peux acheter le cercueil là. Comme c'est un simple gardien, lui aussi là, 150 000 c'est difficile de trouver. Le gars ne trouve pas 150 000. Il tourne, il appelle son ami comme regarde. Le marabout dit que doit tirer ça en combien? C'est en une semaine. Ça que de passer, moi je n'ai pas l'argent là. Si tu peux compléter, mais j'avais t'embosser après quand j'aurai le brise comme toi. Le gars dit que non. Pour le rituel là, il faudrait que ce soit ton argent à toi qui part dans ces rituels là. Je n'aime pas t'aider. Débrouille-toi, mais ça va venir de tes poches à toi. Le gars vient maintenant, il va mon boss. Il crée donc une fausse histoire à mon boss. C'est comme ça que nous on connaît dans l'histoire parce qu'il a inventé carrément une histoire. Il invente donc une histoire en disant que sa mère est morte et qu'il faudrait un peu d'argent pour pouvoir payer le cercueil de sa mère vu que ses grands frères n'ont pas l'argent et autres. Il a créé une fausse histoire comme ça. Là. Mon boss, je ne sais pas comment mon boss a fait pour savoir que c'était un truc louche. Le gars dit qu'on va voir d'ici la fin du mois. Or, le gars a un délai de 1 semaine. C'est comme ça que 1 semaine là, à deux jours de délai, le gars il peut avoir son ami en pleurant. C'est comment, je vais faire comment? Il peut voir le marabout. Est-ce qu'on peut prolonger? Le marabout dit que si tu ne donnes pas le cercueil là, d'ici la fin de la semaine, tu vas devenir fou. Le gars revient alors voir mon boss à 1 jour du délai. Vous savez que Douala là, c'est à peine 1h30, il y a les embouteillages, 2h maxi. Surtout à Bonabéry, là, qui a beaucoup d'embouteillages. Donc, il quitte de Douala rapidement, il arrive à Boya. Il vient se mettre à genoux. C'est là où il donne le vrai fax. Il explique à mon boss que si tu ne m'aides pas ici, je vais devenir fou. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit que voici, je suis parti. J'ai vu mon ami comme ça là. Il me faut 150 000 avant demain. Voilà, Boya, c'est pas 45 minutes. Non, avant c'était 45 minutes parce que les routes étaient un peu ouvertes. Maintenant, les embouteillages, la route est mauvaise d'abord. Il y a des nids de poules partout. Donc, il y a des trous, tu peux imaginer. Tu ne peux pas rouler vite là-bas sur la route là. Et puis, il y a déjà tellement de contrôle là-bas. Donc, tu es forcé de t'arrêter à chaque contrôle. Et sinon, il y a aussi les embouteillages à Bonabéry. Et maintenant, c'est la magie. Donc, c'est comme ça que le gars explique. Il va se tour au boss. Nous, on est encore de One Dark Man. Donc, tu avais nous comme ça, toi, tu rêves le brise, que tu n'as pas fait les rêves marabouts. Le gars a supplié le boss. Et pour vous dire, mon boss était un pasteur. Donc, le dimanche à l'église là qu'on a intervenu pour lui. C'est-à-dire que tu es gardien d'un pasteur et tu veux avoir l'argent rapide, tu peux avoir un marabout, ton ami qui est brouteur. C'est un peu ça, quand c'est par rapport à son histoire de mon ami m'a entraîné ceci, mon voisin, tout ça là. Parce que depuis ce soir-là, il y a beaucoup les trucs de mon ami. On a voulu faire ceci, mon ami, mon frère. C'est un peu ça. Moi, je connais quelqu'un qui peut te faire devenir riche rapidement. Moi, je connais quelqu'un qui peut faire... C'est souvent ça le danger. Il faut faire attention. Et on l'a délivré. Oui, non, maintenant il est bon. Maintenant il est bon. Pour dire quoi? Pour dire, tu peux regarder un gars comme ça, là, tu marches avec le gars, tu ne sais pas les plans que le gars, lui, il fait depuis. Tu vois, quelqu'un... La vie a choqué le gars. Il n'est même plus lui-même. Il ne pense qu'à entrer dans un truc facile pour avoir son argent. C'est un peu comme l'histoire de Yaoundé de la fac où les gars vendaient les doigts. C'est bien après. Je vais raconter l'histoire sur ma page ici là. C'est en combien? C'est 2022, je sais pas. 2021 ou 2022. Et c'est bien après que l'histoire de quand on vend les doigts est sortie sur les réseaux. Les gars parlent ça partout. Oh, on vend les doigts, on vend les doigts. C'est depuis que j'avais raconté ça sur la page ici là, à Yaoundé,
où les gars vendaient un doigt à 7 millions, 2 doigts à 14 millions. 2 doigts, tu vends tes 2 doigts comme ça là. Sauf que c'est pas la qualité qu'on coupe là. Hein. Ces gens mangent ça mystiquement, ce n'est plus là. Oui. Parce que donc, le gars, il part donc vendre son doigt. Là, le même couloir là. Il part, il vend le petit doigt. On mange le petit doigt. Quand on mange le petit doigt, on paye ces 7 millions là. Il fait la java avec petit snack et tout ça. Après, on tue comme 3-4 semaines. Il se rend compte que le doigt-ci ne bouge plus aussi. Oh, il a seulement mangé le doigt-ci. Mais l'autre aussi ne bouge plus. Ça veut dire que les gars ont aussi à manger celui-ci. Il appelle son ami qui a proposé le truc. En fait, mais c'est comment? Moi j'ai vendu un seul doigt, pourquoi mon deuxième doigt ne bouge plus? Les jours passent encore, le troisième doigt ne bouge plus. Jusqu'à toute la main ne bougeait plus. C'est là qu'il dit que, mais il fait donc comment? C'est là il se plaint. C'est là on écoute l'histoire, mais il faut donc faire comment? C'est là je viens raconter l'histoire ici qu'il faut faire comment à l'heure-ci. Je pense à l'époque là, c'est le moment là où les gens comme l'homme de l'ombre, tonton Alex sont entrés dans la communauté aussi pour venir commencer à proposer des solutions. Donc c'est comme ça. Et c'est peut-être rendu comme plus de 6 mois, 7 mois après que les gars, maintenant, c'est devenu vulgaire sur les réseaux. Que oui, dans tel pays, là-bas, il y a aussi ça. Dans tel pays, il dit, ah, oh, c'est maintenant que vous comprenez ça. Bonsoir, DMG. Bonsoir, à la télé, derrière toi, à la télé. Je courais, je suis rentrée dans la chambre. D'accord, d'accord. Bonsoir à vous tous. Bonne heureuse année. Oui, à toi. Merci. Bon, DMG, je viens raconter une histoire. Mais vous m'avez manqué. Tu voulais plus faire les lives. Je m'excuse beaucoup. Il n'y a pas de problème. Excuse acceptée. Tout le temps, je ne fais qu'écouter tes vidéos sur YouTube. Et il y a même mon époux qui me dit que faut dire à DMG de faire ces vidéos-là en anglais. Là, au moins, ça va t'aider vu le pays où tu es. Donc, je suis dans le pays de l'oncle Sam. Anglais, là, je comprends pas. Je vais dans un supermarché, un grand supermarché d'ici, Walmart. Et il y a un vieux blanc, vrai américain. Il vient vers moi et il commence à me parler. Moi, je suis une bonne ivoirienne, il ne parle pas anglais. Il parle, oui. Tout ce que j'entends, c'est help me. Ah! Le monsieur continue. Parce qu'au début, tu sais, quand tu ne comprends pas une langue là, tu dois réfléchir. C'est-à-dire, il parle et puis tu réfléchis d'abord pour comprendre ce qu'il a dit. Tu cherches seulement le verbe. Donc, le vieux est parti. Et c'est en réfléchissant, j'ai pu repérer le verbe, j'ai entendu help me. Il dit, ah, peut-être qu'il demande l'argent. Donc, je suis encore le papa. C'est un vieux, hein? Et puis, j'enlève quelques dollars dans mon portefeuille. J'arrive devant lui. Mais en partant, je prie sur l'argent. Ça s'est passé dans le mois de novembre passé, là. Je prie sur l'argent. Je dis, Seigneur, c'est de l'aide. C'est simplement de l'aide. Et il ne faudrait pas que ça soit négatif. C'est-à-dire, ce qu'il prend là, nous sommes en fin d'année, ce qu'il prend là, il ne faut pas, ça va être mauvais. Moi, je fais ça pour toi. Donc, j'arrive vers le papa. Et puis, je dis au papa, take. Il ne parle pas anglais. Take. Le vieux me dit, il me regarde. D'abord, il tourne, il me regarde. Il parle encore, je ne comprends rien. Il dit, you said, help you. Take. Il me regarde. D'abord, il touche mon argent. Et quand il touche l'argent, il laisse. J'étais de son côté gauche. Quand il touche l'argent, il laisse. Et puis, il m'ouvre le bras. Donc, j'ai compris qu'au fait, il ne voulait pas de l'argent. Mais il m'ouvre le bras gauche. Du genre, j'ai besoin d'accolade. Vous comprenez un peu, non? J'ai besoin d'accolade. Donc, moi, en tant que bon enfant africain qu'on a élevé, on dit quand tu vois un vieux, il faut essayer d'être sage. Donc, je m'approche un peu du vieux pour lui faire l'accolade et je le laisse. Mais en donnant dos, je me suis rendu compte que sur son pied droit, parce qu'il était en culotte, sur son pied droit, il avait une culotte, une chaussette qui arrivait jusque après son genou, sur son pied droit. Ça, c'est ce que j'avais remarqué. Mais je lui donne dos. Et quand j'arrive à la maison le soir, mon époux rentre, je lui fais le résumé de ma journée. Tout ce qu'il a fait, il m'a regardé un moment. Il a su que là, Landré, qu'il venait de faire une gaffe. Et il n'a rien dit.
on a passé notre journée. La nuit, on dort. DMG. Moi, je suis une personne, quand je prie la nuit, je dis, Seigneur, permets que je sois vainqueur dans les combats physiques comme spirituels. Voici moi la nuit en train de lutter à une personne qui a un visage tout noir. La personne veut me faire l'amour. Je lutte, puis je me réveille. Quand je me réveille, il faisait environ 3 heures, 2 heures, 3 heures du matin. Donc, matin, le monsieur part au travail. Quand il vient le soir, il dit, aujourd'hui soir là, j'ai pas fait un bon rêve. Il me dit quoi? Donc, je lui dis, et mon épouse sait que mes rêves se réalisent. Il dit, prie. C'est pas un bon rêve. Il dit, ok. Deuxième nuit encore, on dort. Voici un monsieur encore qui vient, il veut faire le show. Il dit, non, c'est pas possible. Je lutte encore dans les rêves. Je me réveille. Le monsieur n'a pas pu coucher avec moi. Mais je ne voyais pas le visage. Je ne voyais pas le visage. Et le 3e jour, je suis dans un quartier. Vous allez m'excuser, mais vous voyez un peu les quartiers précaires où il n'y a pas de goudron. C'est la terre rouge, là, si vous me comprenez. Je suis dans un tel quartier. Et dans le rêve, il y a un de mes petits frères qui vient me dire qu'il y a maman, c'était moi, ma mère, qui aimerait que je trouve une maison dans ce quartier-là. Donc, je fais d'abord un premier tour. Mais je dis, dans le rêve, je dis à mon petit frère que le quartier-là n'est pas bon. Que le quartier ne me plaît pas, c'est pas bon. Surtout si jamais on doit rentrer tard, c'est pas bon. Parce que là, il n'y a pas de voirie, rien, c'est pas bon. Je fais un tour. Et quand je reviens, je me suis retrouvée dans un coin, comme j'étais en hauteur. Vous voyez un peu, bon, je ne sais pas si c'est comme ça au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, quand tu veux partir au village, là, il y a des pentes, c'est-à-dire la voie principale est là, mais à gauche ou à droite, il y a des pentes. Ou quand il y a eu lessivage, vous voyez qu'il y a des pierres qui sortent sur cette pente-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une pente, mais moi, j'étais en haut. Et puis, il y avait de grosses pierres sur le... Mais je devais descendre pour aller sur la voie principale. Et sur la descente, la voie que je devais me pointer là, il y avait un gros popo qui était là. Non, la personne l'avait déversé ça dans le rêve. Quand j'ai vu et je me plaignais, je disais, mais comment quelqu'un peut venir... Excusez, je vais prendre le thème du rêve. Comment quelqu'un peut venir chier comme ça ici? Où on marche là, comment quelqu'un peut faire ça? Et je dis, mais tout compte fait, je dois descendre. Et en descendant, dans mon rêve, je vous dis, mon genou droit a cogné une grosse pierre. Et quand ça a cogné la pierre, je me suis retrouvée sur la voie principale. J'ai eu tellement mal que quand je me suis réveillée, c'est-à-dire quand mon pied a cogné et puis je suis arrivée, je me suis réveillée. Et sur mon lit, j'ai senti la douleur. Mais je me suis dit, oh, sûrement que c'est le rêve. C'est-à-dire le rêve m'a tellement secoué que c'est la douleur, quoi. Je dors, je viens et dis, Seigneur, protège-moi, je dors encore. Et là encore, je me suis réveillée entre 2h et 3h du matin. Je me réveille le matin. J'apprête les enfants, monsieur part au travail, ma grande fille part au travail, je prends la deuxième, il y avait ses courses à faire au hôpital, tout ça. Mais je vous dis que je n'arrivais plus à marcher. Jusqu'aux environs de 16h, mon pied commençait à s'enfler. Non seulement mon pied droit, le pied qui avait cogné la pierre dans le rêve, ça commençait à s'enfler. Mon genou, maintenant quand je faisais l'effort de marcher dans la maison pour faire le ménage, mon pied commençait à se déboîter. Mon genou a commencé à se déboîter. Jusqu'à ce que quand monsieur rentre le soir, j'étais assise toute triste. C'est-à-dire la douleur là. J'ai accouché, même mes 2 accouchements là, la douleur là n'était pas comme ça. J'avais mal jusqu'à ça rentrait dans mon cœur. Monsieur rentre, il dit, madame, il y a quoi? Et puis il dit, tu parles pas. J'ai dit, mon pied là. Mon pied que tu es en train de voir là. Mon pied là me fait mal jusqu'à... Il dit, mais tu as mal comment? Qu'est-ce qui t'a tapé? J'ai dit, c'est dans mon rêve, j'ai cogné caillou en voulant inviter Popo. Il me dit, cogné caillou. J'ai dit, je t'assure. Il me dit, il faut dire à tes parents du village là de te laisser en paix. Et puis il a commencé à rire. Donc peu de temps après, j'ai appelé ma mère pour dire, maman, où je suis, je souffre. Voici. Quand elle finit, elle me dit, prie.
pris. Non, je ne vais pas me laver tout quand je reviens. J'ai dit, j'étais toute triste, tellement la douleur me dépassait. Et ce qui me faisait encore mal, mais c'est que non seulement mon pied s'enflait, et mon pied se déboîtait. Quand je marche, je sens... Vous voyez, quand l'os se casse, non? Je sens ça. Et aux environs de 21h, je suis assise. Parce que là, j'ai commencé à prier. Et ma mère m'avait dit de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les jours antérieurs. Et je m'assois. C'est là que je vais me rendre compte que il y a 3 jours de cela, il y a un vieux blanc qui m'a demandé de lui faire atout. Ça, c'est le jargon ivoirien. De lui faire atout, j'ai fait. Et l'image me revient. C'est-à-dire, on me montre le pied. Effectivement, mon pied qui était en train de se déboîter là, c'était le même pied que ce vieux blanc là avait, où il y avait la chaussette. Et j'entends une voix qui me dit, en fait, c'est un transfert de douleur. Vous comprenez un peu, non? Genre, sa douleur là, il veut mettre sur quelqu'un d'autre. Moi, je sais que chez moi au village, quand il y a quelque chose, ouvre la bouche et parle. Toute la famille au salon, faut bien commence. Je dis, tu n'es pas mon parent. Moi, je viens de l'Afrique, précisément la Côte d'Ivoire. Chez nous, la sorcellerie, là, ça existe. Pour vous, là, c'est petit. Donc, dès l'instant précis, je te ramène ta douleur. On n'a aucun lien entre nous. Toi, moi, on n'est pas, d'ailleurs, même, on n'a même pas la même couleur pour dire que tu as venu me donner ta maladie. Réprends ta maladie à l'instant T. J'en tremble. Quand j'ai dit ça, là, DMG, douleur a disparu. Sur le coup, il n'y a plus de douleur. Juste quand je me suis levée, c'est aller prendre une bière. Je suis venue m'asseoir. J'ai bu ma bière. Quand j'ai fini, j'ai dit, ils pensent que nous, on a vu la sorcellerie en Afrique. C'est pas pour vous là. Il faut reprendre ta douleur. Et c'est comme ça, ma douleur a disparu. Mais j'étais tellement... Je suis attirée. Tu vois, attirée là même, notre sorcellerie là même est pure. Pire. Et c'est comme ça. Quand ça s'est passé, mon époux m'a dit que la sorcellerie existe ici. La sorcellerie existe ici. C'est pas parce que tu vois un blanc, tu vas penser que la sorcellerie n'existe pas. Et je pense qu'ils ont même dépassé l'étape de la sorcellerie. C'est pour cette raison qu'ils ne se saluent même pas dans la main. Ils ne se saluent pas dans la main parce qu'ils ont compris que la spiritualité, le contact là, ça crée beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est mon histoire DMG. Il a repris son mal. Et puis je suis là, je marche avec mes 2 pieds. C'était ça. Oh. Je vais remonter. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Je vous prie. Bye, bonne année. Bonne année, oh. N'ai pas remarqué depuis les gens qui me montrent là, c'est beaucoup plus. J'étais avec mon fiancé, mon mari, ma femme. Excusez-nous, s'il vous plaît. Excusez-nous. Merci. Déjà, les histoires qu'on raconte il y a en couple là, c'est comment? C'est pour que les célibataires peuvent monter ici, hein, s'il vous plaît. Ne soyez pas frustrés. Tu es célibataire, tu peux monter raconter l'histoire, monte raconter. N'ayez pas peur de monter que je suis ma femme, je suis ma fiancée. Et qui? Et ça vient nous déranger les célibataires ici là comme ça. Allô? Allô, DMG, ça fait longtemps. Je dis que, Comment ça va? ça va très bien toi-même. Ça va, je rends grâce à Dieu. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Je vous souhaite une très bonne année et puis voilà. L'histoire que je voulais raconter, c'est une histoire que j'avais entendue il y a un moment. Bon, quand j'étais encore au Bénin quand même. Et l'histoire, c'était une connaissance à mon vieux qui est venu raconter. Moi, j'étais à côté, j'étais en train de balayer, mais je n'écoutais pas trop. Mais à un moment donné, j'ai dit non, je vais faire pas bateau. Parce que ce qui est en train de se dire là, c'est tellement intéressant. Au fait, c'est une histoire qui s'est passée, je me rappelle, le monsieur qui est venu raconter, c'est une connaissance aussi à lui. Et il disait que qu'est-ce qui s'est passé? Il a 2 enfants et il a mis sa fille à l'internat. À l'internat où il a mis sa fille, la fille, quand elle vient à la maison pour faire les congés ou les week-ends, la fille, elle a du mal à rester dans la maison. Elle reste pas tranquille, vraiment elle reste pas tranquille. Et le papa, comme il est un peu dans les pratiques traditionnelles pour protéger ses enfants, ce qui est naturel et on respecte, voilà, la fille commence un jour par crier en pleine nuit.
que laisse-moi, je ne peux pas sortir quand je suis ici, laisse-moi. C'est là le papa, il a fait venir un bokon ou bien un ganga, je ne sais pas comment vous appelez chez vous. Et le bokon est venu et il a dit que la fille, au fait à l'internat, on lui a donné la sorcellerie. Maintenant on dit à la fille de raconter comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, elle explique. Elle dit qu'elle a un ami et à chaque fois, il dit que lui la nuit, il arrive à aller, c'est-à-dire qu'ils sont au Bénin ici, lui il arrive à aller au Portugal, en France, il peut se retrouver au Cameroun et tout. Il disait ça. Et ils étaient 5 dans le groupe. Et tout le monde dit, mais comment tu arrives à faire? Moi aussi, ça me plaît. Je rappelle que c'est des enfants qui ont une tranche d'âge entre 11 et 13 ans, 15 ans. Si c'est maximum, c'est 15 ans, hein, parce qu'ils n'étaient pas encore en seconde. Et la fille a dit que bon, elle n'y croit pas trop. Le gars dit non. Au fait, le jeune homme dit non, c'est possible, je peux le faire. Si tu me dis oui, ce soir là même là, je t'emmène avec moi. Elle dit non, non, c'est fou. Jusqu'à elle dit bon, oui, ok, d'accord, viens, on va aller ensemble. Donc, quand elle dit oui, dans la nuit là même, le gars est venu la réveiller. Pour elle, c'était comme un rêve. Mais ils étaient, eux les deux, elle dit qu'ils étaient nus. Et c'est là qu'ils ont commencé par voyager ensemble. Et quand ils voyagent ensemble, ils partent dans des endroits incroyables. Non seulement ils partent dans des endroits incroyables, mais ils se retrouvent dans des endroits où il y a des grands banquets. Il y a des blancs, il y a des métis, il y a tout ce que tu veux. Et ils mangent. Ils mangent, il y a de la nourriture à gogo, ils font la fête et tout. Elle dit aussi, je rappelle, que quand elle sort de son corps, quand elle sortait premièrement, au fait, tu vois, si elle a 12 ans ou 13 ans, elle pouvait se revoir avec le corps de quelqu'un qui a 20 ans. Tu vois? Et le garçon, elle voit que le garçon, il peut avoir 27 ans, 28 ans, comme ça. Quand ils sortent de leur corps, ils n'ont pas le même âge que eux, ils ont dans le physique. Et c'est comme ça, elle a commencé par faire des voyages astro avec lui, à manger, à faire la fête. Maintenant, ce qui était bien avec la petite fille là, c'est quoi? Ils n'étaient pas encore allés à un niveau, ils faisaient du mal aux gens. Parce que ces enfants-là, en fait, les gars, la bande de 5 là, ils voyageaient juste pour s'amuser, c'est des innocents. Ils n'avaient pas encore dans la tête à faire du mal, on ne les avait pas encore donné des missions. Est-ce que tu vois un peu DMJ? Donc, le papa, quand il a entendu tout ça sortir de la bouche de sa fille, ils ont fait ce qu'il y a à faire. Puis au début, ça a été très compliqué. Parce qu'elle ne pouvait plus sortir de son corps. De un, on l'a enlevé de l'internat. Donc, il n'y avait plus contact. Jusqu'à le garçon a cherché le numéro de la maman de la fille pour dire qu'il veut parler à la petite et tout. La maman a dit, niet, je veux plus te voir parler avec ma fille. Et puis bon, elle a été délivrée comme ça. Dans le même temps, je me rappelais, j'avais une amie à moi qui avait dit que bon, je sais pas où te dire, bon, bref, ça là, elle va se reconnaître, on ne sait jamais. Bon, voilà. Mais c'est des choses qui arrivent. Les enfants, quand on leur donne ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir parler aux enfants. Quand tu dis oui, pour de vrai comme ça, dans l'amusement, ça suffit. Tu as déjà donné ton OK. Même dans les rêves, tu fais un rêve, on te donne à manger, on te dit viens faire telle chose. C'est grave, c'est dangereux. Donc la petite, elle s'est vraiment retrouvée dans un truc qui la dépassait. Et je tiens à dire que comme dans la maison de son papa, c'était blindé, elle n'arrivait pas à rentrer physiquement et à sortir spirituellement, les choses du genre. Qu'est-ce qu'elle faisait? L'esprit qui était en elle lui demandait de mettre son pouvoir dans l'arbre du voisin. Et c'est ce qu'elle faisait. Donc chaque nuit, avant je sais pas comment elle faisait, mais quand elle veut rentrer dans la maison, elle peut déposer son pouvoir quelque part. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc moi, mon message ici, c'est pour dire aux parents, même si vous êtes en vie, c'est compliqué comment garder vos enfants à la maison. Ou bien si vous ne pouvez vraiment pas, il faut parler avec eux. Parce qu'à fin d'internat, là, ils sont trop dedans. Et les enfants ne savent pas, c'est des innocents. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire, un DMG, c'est tout. Merci pour l'histoire, vous m'en écoutez. Je t'en prie, allez. Bonne nuit tout le monde, bisous. Bonne nuit. Ton enfant part à l'école, tu penses que là-bas, ce sont des innocents qui sont là-bas. Et tu ne savais pas que même les enfants des marabouts partent à l'école. Les enfants des vrais sorciers, ils vont faire comment? Ils ont droit à l'éducation, non? Donc, les enfants des pasteurs, les enfants des marabouts, des païens, des musulmans et autres, là, tous se retrouvent dans les écoles. Même l'enfant du marabout a de l'éducation, vous pensez quoi? Et donc, quand les gars arrivent, pendant que les gars sont occupés à voyager la nuit, il n'a pas le temps d'étudier. Ton enfant, lui, étudie tranquille là-bas. Le moment arrive, lui, il doit passer son examen. Je pense qu'il va faire comment? Il faut qu'il vole un peu d'intelligence là-bas. Il faut qu'il vole un peu. Il va faire comment? Tout le monde a droit au bonheur. Et qui? C'est pourquoi tu dois tenir tes enfants. Tu
Tu dois tout faire pour parler. Comme elle dit là, il faut causer avec les enfants. Faire en sorte que ton enfant ne soit pas un mendiant à l'école. Parce que c'est derrière ça qu'on prend tout le monde. Que tu sois adulte ou que tu sois enfant, c'est derrière le fait que tu aies besoin de quelque chose qu'on va te prendre. C'est parce que tu as le besoin. Le Dieu ne va pas venir te donner ce que tu as déjà. Il va seulement venir faire tout. Il va d'abord créer le manque. Il faut qu'on crée un truc. Il faut que tu aies besoin de quelque chose. Les enfants qui sont gourmands là, comme ça qu'on les prend. Si à notre époque là c'était vulgaire comme c'est maintenant, c'est qu'on est tous morts. Parce qu'à notre époque, à l'école primaire, pendant que ton camarade passe sa sucette là, son folleré ou son cossam, pendant qu'il suce là, tu viens demander je veux, il passe à la bouche, ça rentre à sa bouche, d'abord il retire, il prend les mains dans ta main. Et tout ça, c'est qu'on est même tous morts. C'est qu'on est tous morts. C'est-à-dire que quelqu'un a sucé son folleré, il a retiré tout le jus dedans, il n'y a que la glace, je veux, il casse ça, la boule, il met dans ta main, tu aussi tu prends. Innocemment. Ouais, nous sommes innocents, mais même les innocents meurent. Hein. Parce que c'est bien de dire que mon enfant est innocent, Dieu va protéger, mais même les innocents meurent. La preuve, à l'hôpital, il y a des enfants qui sont nés à peine 3 jours, ils sont morts. Est-ce qu'il était coupable de quelque chose? Il était innocent, mais il est mort. Même ceux qui sont innocents meurent. Ça veut dire que tu dois tout faire au moins pour éviter au maximum. On ne peut pas éviter, toujours éviter à 100%. C'est qu'il y aura toujours la faille. Donc, fais seulement l'effort de jouer ton rôle parfaitement. Comme ça, Dieu va faire le reste. Il y a des gens qui sont toujours, oh, laisse tout à Dieu. Tu as ta part de charge dans ça. Tu dois pouvoir gérer ton côté et Dieu va gérer son côté. C'est un peu comme ton enfant va pas avoir faim. Tu vas prier, Seigneur, nourris mon enfant, alors que la nourriture est posée là. Ou bien que tu as là dans la poche, tu ne peux pas aller payer la nourriture pour que l'enfant mange. Tu veux que Seigneur nourrit mon enfant, prends soin de lui, comme tu peux le pain dans la Bible. Non. Non. Tu vas jouer ton rôle en tant que parent, tu vas nourrir ton enfant et puis Dieu va gérer le reste. C'est comme ça. C'est qu'il y a des gens qui prennent tout mot. Donc, quand on prêche seulement à l'église, ou bien qu'on prêche n'importe où, que ce soit dans les cercles, des sectes là, dès qu'on a dit comme ça, là, ils prennent ça à la lettre. Qu'avec la foi, je peux dépasser les montagnes. Lui pour aussi maintenant sur le mont Cameroun. Déplace-toi. Que ça parte où? Que ça, c'est de ça qu'on parle. Tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Oh, déplace-toi. Ça va partir où? C'est de ça qu'on parle. Bonsoir Rose. Bonsoir DMG, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Merci, ça va. Bonne heureuse année à tous. Alors, j'appelle depuis le Gabon, précisément à Libreville. Alors, déjà, j'apprécie ce que vous faites. J'apprécie énormément. Je vous suis depuis, on va dire, 2 ans déjà. Et j'ai même eu cette malice de télécharger, on va dire quoi, certains épisodes dans mon téléphone. Donc quand j'arrive au bureau, quand je n'ai rien à faire, j'écoute. Et c'est vraiment édifiant. Et ça nous amène, qu'on le veuille ou pas, ça nous édifie et ça nous amène à éviter certaines choses. Alors, je vais commencer avec mon histoire. Ceci se passe en 2020-2021 dans une ville du Gabon qu'on appelle Port-Gentil. Alors, j'étais partie à Port-Gentil pour 2 semaines et 2 semaines s'est transformée en 3 ans. J'étais juste partie pour changer un peu d'air, pour découvrir un peu la ville. Alors, c'est vrai, je suis arrivée dans la ville était belle, j'ai visité, j'ai aimé et tout. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas m'installer et puis chercher du boulot. Alors, j'ai fait pas mal de quartiers et il y a plus précisément un quartier qui m'a beaucoup marqué, positivement et négativement à Port-Gentil. Je me suis installée dans la cour où j'avais trouvé le petit appart. C'était comme une mini-cité en fait. Il y avait des appartements à un côté. Et puis, il y avait des chambres avec les douches à l'intérieur, douches communes. Mais c'était vraiment très beau. Alors, j'ai aménagé. Tout allait bien. Mais il y avait particulièrement une jeune dame de l'Afrique de l'Ouest. Et quand j'arrive dans un endroit, moi, j'ai cette habitude. J'essaie d'étudier un peu tout le monde.
et savoir comment marcher avec tout le monde, quoi. Et cette dernière, bon, je me suis dit, en fait, elle voulait un peu marcher sur tout le monde. Elle voulait pétiner tout le monde. Tu dis bonjour, elle ne répond pas. Elle faisait un peu à sa guise. En fait, elle se comportait un peu. Au début, moi, je croyais que c'était la propriétaire ou alors la fille de la propriétaire. Et puis, je me suis renseignée. On m'a dit non, c'est une locataire. Elle est un peu comme nous aussi. Ah bon, oui. Ok. Et moi, déjà, je suis une personne assez croyante. Alors, moi, chaque 23h ou minuit ou 22h, je suis déjà en train de prier, voire minuit. Alors, ça a commencé comme ça. Cette fille a commencé vraiment à me chercher des problèmes. Vraiment, je l'évitais. Je l'évitais. Je me suis dit, bon, je suis nouvelle dans une ville que je ne connais pas. S'il faut commencer à chercher, à avoir des problèmes à gauche, à droite, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, cette fille, elle en faisait un peu trop. C'est allé jusqu'à 6 ou 7, voire 8 mois. Et un jour, j'ai fini de prier, comme d'habitude. Et à chaque fois que je priais, je disais toujours à Dieu, Seigneur, regarde telle fille qui habite de l'autre côté là-bas. À chaque fois, voilà ce qu'elle me fait, voilà ce qu'elle me fait. Bon, comme lui-même il dit dans sa parole, à moi la vengeance et la rétribution. Je dis, je sais comment je suis. Je n'ai pas envie de faire quelque chose qui n'est pas bien, de peur que le pire arrive. Je me contenais toujours. Et ce soir, j'ai fini de faire ma prière. La petite, je suis allée dormir. J'étais à moitié endormie, j'étais à moitié éveillée. Un cœur me dit, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Je vois une fille, une personne, hein, elle avait, quand elle est rentrée dans ma chambre, elle avait l'air d'un enfant de 6 ans. Mais elle avait le visage, elle avait son même visage. Alors, je voulais me lever, un esprit me dit, une voix me dit, ne te lève pas, laisse voir, et laisse-la faire ce qu'elle est venue faire. Alors, la fille rentre dans ma chambre, elle commence à regarder. Elle ne me voyait pas, mais moi, je la voyais. Elle rentre dans ma chambre, elle ouvre le frigo, elle souffle dans le frigo, elle fait, elle souffle dedans. Elle commence à toucher mes habits. Elle prend ses pieds, elle me fait rentrer dans mes chaussures. Elle porte mes chaussures. Alors là, je regarde. Pareil, elle pose les mains sur ma vaisselle, elle pose les mains partout. Alors, ce qui a débordé, c'est que la fille, cette jeune dame, elle enlève le slip, elle pisse dans ma chambre. Alors là, elle a pissé. L'esprit qui m'a dit, laisse-la faire ce qu'elle est venue faire. L'esprit me dit, là, tu peux maintenant te lever. Quand je me suis levée, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Quand j'ai crié comme ça, elle a pris son apparence humaine. Elle est tombée de l'autre côté parce que c'était une grande cour. Elle est tombée à la cour. DMG. Quand je sors de la cour, j'arrive, je trouve un attroupement de personnes vêtues tout de blanc. Ils avaient formé un cercle. Et la fille était au milieu. J'ai dit, bien. Et en face de moi, il y avait comme un appartement, il y avait des estrades, des escaliers. Il y avait un monsieur, j'ai seulement vu une grande chaise avec quelqu'un assis. Une personne était assise, avait une couronne à la tête. Et cette personne me dira, Angel. J'ai dit, oui, père. J'ai seulement répondu, oui, père. J'ai dit, bon, c'est de cette fille dont il s'agit à chaque fois que tu viens te plaindre auprès de moi. J'ai dit, oui, père. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse d'elle? Et il m'a d'abord dit, qu'est-ce que tu veux faire d'elle aujourd'hui? Et quelqu'un m'a tendu un fouet. Un fouet qui ressemblait à, je sais même pas comment expliquer ça. La personne m'a tendu le fouet, je suis rentrée à l'intérieur du cercle. Et tout autour du cercle, c'était, on dirait des anges, des personnes qui ne parlaient pas, mais ils étaient là, ils s'attrapaient les mains. DMG, j'ai fouetté la fille. Je dis, j'ai fouetté la fille. J'ai dit, le fouet ne sert plus à rien. Je suis tombée sur elle. J'ai commencé à donner des coups de poing. La fille saignait. Je suis rentrée, je l'ai tirée jusqu'à devant ma porte, là où elle a pissé. J'ai pris la poussière, là, la boue, là où elle avait pissé, là. J'ai mis ça dans sa bouche. Je disais, tu vas repartir avec tes malheurs. Tu vas repartir avec tout ce que tu es venu jeter dans ma maison. Parce qu'elle avait l'habitude de le faire quand une nouvelle personne est arrivée dans le quartier. Alors, je crois qu'il était entre 4h45, 5h. Donc, la personne qui était assise de l'autre côté, sur la chaise, disait, Angel, ça suffit, il est 5h, laisse-la partir. Si tu continues à la fouetter, elle va mourir. Je dis, père, il faut qu'elle meure. Parce que c'est que la fille m'a fait subir, elle doit mourir. Je te jure, DMG, à un moment donné, je ne sais pas comment la fille a fait, elle s'est éclipsée, elle a fui, elle est rentrée dans sa chambre. La personne me dira, demain matin, tu vas entendre autre chose. Je suis rentrée.
Je vous dis, le spirituel est réel. Hein. Les gens qui s'amusent avec le spirituel est réel. Je me suis réveillée le matin, j'avais l'épaule enflée. J'avais la main qui pesait parce que je l'avais fouetté sérieusement. Mais vraiment, j'étais satisfaite de la bastonnade que j'avais donnée à cette fille. Toute la journée, j'ai fait mon ménage, je suis venue m'asseoir devant ma porte. J'observais la fille de près. Elle a fait 1 jour, elle n'est pas sortie de sa maison. 2 jours, elle n'est pas sortie. Je commençais à avoir peur. Je me disais peut-être qu'elle est morte à l'intérieur. Peut-être, je ne sais pas. Et puis le 3e jour, les gens commençaient à se poser des questions. Mais elle est où? Elle est où? Elle est où? Les gens venaient toquer, elle ne répondait pas. Et puis à un moment donné, il y a un gars qui dit, celui qui était juste à côté de moi, il dit non, il faut qu'on aille regarder. On ne sait jamais, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle a alité. Quand on ouvre la porte, la fille était en train d'agoniser. Agoniser, que je vous dis agoniser. Elle ne parlait pas. Elle n'arrivait pas à marcher. À un moment donné, ils ont appelé ses parents à gauche, à droite. Les gens sont venus. J'avais peur. J'ai dit, mais j'ai tué une personne si grave. Et moi, je savais ce qui se passait. Après, j'ai vu, les gens sont venus la soulever. On l'a soulevée comme un cadavre. On l'a amenée à l'hôpital. Elle a fait peut-être 2 ou 3 jours à l'hôpital. Elle était alitée. Elle ne parlait pas, supervision. Après, à un moment donné, elle est sortie. Elle a peut-être fait 1 semaine à l'hôpital, elle est sortie. Et aux dernières nouvelles, parce qu'à un moment donné, j'avais peur, j'ai déménagé. J'ai pris un autre appartement, pas très loin de là. Aux dernières nouvelles, elle me dit non, ça n'allait pas. On l'a envoyée, on va dire quoi, elle était béninoise, togolaise, quelque chose comme ça. On l'a renvoyée au pays parce que sa santé était vraiment très délicate. Et quelques temps après, je crois 2 ou 3 mois, elle est revenue, elle était comme zinzin. C'est-à-dire, dès qu'elle me voit dans un carrefour debout, elle traverse, elle va de l'autre côté. Oui, petite sorcière, c'est toi qui as voulu me tuer. Petite sorcière, oui, c'est elle qui m'a bastonné. En fait, les gens la prenaient pour une folle, mais elle disait la vérité. Moi, je savais ce qui se passait. Alors, l'histoire est un peu longue, mais je vais l'écourter. C'est juste pour dire que il y a des gens avec qui on ne fait pas le vampire. Tout le monde ne sort pas un vampire, mais il y a des gens qui sont armés spirituellement. C'est-à-dire, quand on dort là, soit il y a des esprits positifs, c'est-à-dire les anges de l'éternel, ou alors des esprits négatifs. Alors moi, j'ai opté pour les esprits positifs, c'est-à-dire les anges de l'éternel, parce que je les invoque. Comme on dit dans le psaume 91, dans on va dire quoi, le verset, il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et moi, c'est ma routine. Quand je prends ce verset, quand je prends ce psaume 91, quand j'invoque, il descend. Alors, je disais toujours à cette fille, il faut faire très, très attention. Tu ne sais pas à qui tu t'amuses. Avec qui tu t'amuses. Parce qu'il y a des gens avec qui on ne fait pas le vampire. Moi, je ne fais pas le vampire. Mais si tu viens me provoquer, tu pars de chez toi, tu rentres chez moi, je te tue. Je ne te laisse pas. Parce que si je n'étais pas, on va dire quoi, si je n'avais pas cette protection divine, tu pouvais me tuer. Tu pouvais me faire quelque chose que j'allais regretter plus tard. Alors, c'est juste pour dire que la prière est très puissante. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre médicament sur cette terre qui dépasse la prière. Voilà. Merci beaucoup, DMG. Je pense que je vais remonter une autre fois. Au revoir. Merci beaucoup, Rose, pour l'histoire. Quand elle raconte l'histoire aussi là, dans le rêve des pipis, là, je vois, il y a des vidéos qui circulent là d'une ménagère qui pisse dans la boîte, elle mélange la nourriture. Elle fait les sels là dans la cuisine. Vous pensez que c'est la blague, c'est seulement dans les rêves ça se passe. Même dans la vraie vie, ça se passe. Tu prends une femme de ménage là, tu ne sais pas qui c'est, d'où elle vient. Elle veut rester au pouvoir, elle veut rester là, elle veut commander dans ta maison. Elle fait pire que ça. Elle fait pire que ça. Elle dit qu'elle pisse dans la boîte, elle met dans la nourriture. Pendant que tu travailles, pour les femmes, je ne suis pas encore de dénigrer, hein. C'est un constat. C'est beaucoup plus pour les femmes qui travaillent, qui sortent de la maison tous les jours, comme les femmes battantes. Et tu sais que tes enfants sont à l'école, le mari, lui, le travail, toi, tu n'es pas aussi là. Il y a une femme qui gère la maison pendant que toi, tu n'es pas là, pour que ton enfant vienne trouver à manger. C'est une femme comme ça que tu vas prendre. Tu vas devoir faire confiance à cette femme-là que tu ne connais même pas, forcément. Donc, elle fait ses pipis là, elle met dans la nourriture, l'enfant mange.
Un peu, l'enfant est malade. Un peu, le mari est ceci, le mari est cela. Elle fait une connerie, tu grondes, le mari dit non, laisse. Elle dérange, elle casse tout dans la maison. Le mari dit non, laisse. Ça veut dire que le gars, lui, on a déjà touché une partie de son esprit. Il ne peut plus rien faire. Quand tu es là, vraiment, pourquoi? Parce qu'elle a les formes, parce qu'elle a les fesses, c'est pour ça que je t'intéresse à elle. Alors que le mari, il n'est qu'une victime dans tout ça. Parce que toi, tu travailles. Je ne dis pas ne pas travailler. Seulement que c'est ça qui arrive généralement quand la maison reste aux étrangers. Il y a aussi, ça c'est d'un. Il y a aussi pour ceux qui construisent là. Arriver à une étape là, les gars, quand ils veulent faire une pause au chantier, ils ont peut-être fait un R+3, c'est encore en mode gros œuvre. Pour garder le chantier, ils vont prendre des gens, je ne sais pas si c'est souvent des gens du Nord ou c'est souvent des, je sais pas, souvent des gens d'où. Je ne sais pas si c'est Foubé ou c'est qui, je ne sais pas. Bref. Ils vont prendre des gens pour garder, ça peut être de n'importe quelle autre tribu, hein, pour garder le chantier. C'est-à-dire qu'il viendra rester avec sa femme et ses enfants là. Les bros, voilà, les gens aussi comme ça. Mais très souvent, les gars là vont aller pratiquer pour que tu ne finisses pas ton chantier. Parce que si tu finis ton chantier, tu vas le mettre dehors. Et donc, il ira donc pratiquer pour que le chantier là reste à ce niveau-là. Pour qu'il ait toujours une maison pour garder sa femme et ses enfants. C'est ce qui arrive très souvent. Tu peux tomber aussi sur des gars qui non, bon, ils sont pas trop dans ça. Bon, voilà, tu fais ton chantier. Dès que tu veux libérer, ils libèrent aussi. Mais parfois, ces gens-là, quand tu prends chemin dans ta maison, dans ton chantier, que l'on suivait, les gars partent, ils enterrent des trucs dans le chantier. Tu veux continuer le travail, il n'y a pas moyen. On te dit, oh, le technicien est venu, il est devenu fou. Oh, il est mort. Oh, et ceci, il y a cela, l'argent a disparu. Le ciment, on a volé, tout ça. C'est souvent comme ça. Je valide, on a vécu ça. Voilà. C'est vrai, on a fait ça à mon papa. Voilà. Je ne suis même pas avec vous. C'est ça. Exactement, ma voisine n'a pas failli ne pas finir son chantier. Oui. Oui. Comme celle qui avait raconté une fois ici, son chantier a fait 6 ans. Le gars veut mettre les gens dehors, il n'y a pas moyen. C'est sa femme qui part au village à prendre les remèdes pour venir mettre les gars dehors. Et quand il part, le chantier continue. Merci pour l'histoire. Voilà qu'il est minuit 24. Et quand même dit qu'on va déborder, on a débordé. Et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne DMG Production, là où on poste tous les 17 h le lundi. Et qui ne sont pas encore abonnés là-bas. On poste un film tous les 17 h, tous les lundis. Non, pas tous les lundis, plutôt à 17 h. Merci à tous ceux qui sont montés raconter leur histoire. Merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui partagent toujours le direct. Sachez qu'il y a des histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. Sur YouTube, il y a toujours les histoires à 12h00. Parce qu'il y a des histoires qu'on envoie seulement sur WhatsApp. Ceux qui n'ont pas le courage de monter ici en live envoient les histoires sur WhatsApp. Et donc c'est sur DMG TV, YouTube qu'on poste ça. Les rediffusions c'est aussi sur YouTube à 12h. Donc si tu as manqué le direct aujourd'hui, sache qu'il y aura une rediffusion sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV, un peu comme ce qui est affiché toujours en haut de ma chaîne. Même DMG TV. Je vais être acteur. Voilà, si tu es acteur, si ce que tu es un acteur, tu es dans la ville de Bolova. Ou alors tu es dans les alentours de Bolova. On va dire Malmayo, Ambam, Man, Boulmakon, même Yaoundé. Sangmelima. Bref, les villes autour là, les villes du sud là. Si tu es intéressé, tu peux venir par ici, on fait quelque chose. Donc, je vais vous laisser dormir. Surtout, priez avant de dormir. On se prend. Nous sommes quand mercredi, vendredi, même heure. On a fait un autre direct. On a fait le direct d'abord vendredi. Voilà, ça comprend mercredi. On va encore faire vendredi. N'avez pas dit qu'on est plus constant dans les directs. Voilà ça qu'on a repris. Voilà. Donc, vendredi, même heure, 20h00.